radiopirate.com. Joe Hamel est avec nous autres. On continue la discussion sur la finale de l'ouverture concernant Michael Jordan. Et pendant la pause, Joe nous dit « Hey, mais Stephen Curry a vécu un peu la même chose. » En passant, dans le plan initial, avant de toucher à Michael Jordan, le nom de Charles Barkley venait souvent pour Nike. Mais il avait peur de Charles Barkley parce que déjà, Charles, au secondaire, c'était un gars il appelait ça un clubhouse problem, là. Il disait, le gars, il a une grande gueule. Tu sais, le gars, il est incontrôlable. Là. Je veux dire, Barkley qui avait été repêché, il avait été repêché 5e. 5e? Ouais, Ben oui. deux rangs après Jordan. Le chum de golf de Bissonnette qui était à la TV pendant des C'est années. rendu qu'il fait un bon show. En tout cas, c'est une grande gueule, mais justement, il fait un bon show. Il fait un très bon show. Très, très bon show. Moi, j'adore Charles Barkley, je l'adore. Mais tu as raison de dire que Stephen Curry, c'est lui qui s'est fait en fait, il s'est fait... Nike l'a pas ramassé en 2016. C'est Curry, quand il jouait au collège, il y avait le swoosh. Oui. Et quand il est arrivé, justement, le temps de négocier, parce que lui, il est rendu un joueur de la NBA, ils ont dit « Ah non, il est petit, c'est un bon joueur, il est petit, mais... non, ils se sont fourrés. » Lui, je comprends que... Écoute, je suis pas le basket, mais je comprends qu'il a changé la game avec les lancers de partout. Là, les 3 points. Il a changé le basketball. Jordan a changé le basketball. Oui. Parce que Jordan, c'est, on dit, le côté athlétique, on dit les dunks, le côté athlétique, air. Hein, le gars, il sautait comme c'était du jamais vu. Là. Ce genre de basketball-là, jamais vu, où ce que le gars rentre au filet en sautant, puis ça veut dire, le gars, c'est inimaginable les passes qu'il a faites. Là. Tandis que Curry, c'est un autre style complètement différent. Lui, c'est le massacreur. Ça ligne de 3 points, puis on lance. Mais ça l'a, comme Joe dit, pour avoir regardé une coupe de game, entre autres Miami contre les Knicks la semaine passée, From Downtown, avant, c'était exceptionnel. Là, maintenant, c'est que toutes les équipes ont des joueurs qui sont capables de mettre un 3 points à tout bout de champ. Ça change la game complètement. Là. Quand tu avances de 3 points, quand tu perds ou quand tu veux te bâtir une avance, puis que tu fais une coupe de 3, ça va vite. Là. Ben, l'équivalent, c'est de shotter de la bleue les défenseurs. Là. C'est ça. Du jour au lendemain, tu lançais pas et là, tu te mets à lancer, ça change la game complètement en avantage numérique, etc. L'histoire avec Under Armour est intéressante parce que à la base, je pense que ça a parti un peu de rien aussi. C'est devenu un succès foudroyant avec les sous-vêtements. Puis je pense que l'histoire avec Nike, Jerry, c'est qu'il avait été... son nom n'était pas bien écrit dans une présentation. Là. Il n'y avait pas trop d'espoir envers le gars. Là. C'était un peu comme un joueur de deuxième classe. Il n'y avait pas trop il mettait pas trop l'accent dessus. Puis de l'autre côté, tu as le Disturber. Nike s'est fait un peu jouer la médecine qu'elle avait fait à Converse à l'époque. C'est-à-dire le up-and-coming Disturber a ramassé Curry avec une ligne de souliers, une ligne d'espadrilles directement à lui. Je pense qu'il n'y en avait pas ou presque pas avant, parce que Under Armour sont rendus avec des lignes complètes de vêtements. Avant, c'était vraiment juste comme des technical sous-vêtements. Là, des c'est trucs ça, comme ça, exactement. J'avais fait de l'argent, moi, avec ça en bourse. Tu te rappelles, ça avait fait une bonne ride, ça, au début, là, 2015, 16, 17. Il y avait là, deux ça classes s'est placé un d'actions. peu. L'IPO. Ils ont eu un temps assez tough. Ils ont eu un temps tough. Ils ont eu un temps très, très Ben, tough. le président fondateur avait été accusé là, de malversation. Je ne sais pas trop qui avait pris le jet de la compagnie, whatever. Là. Mais je pense que ça s'est bien replacé depuis. Oui, OK. Mais beaucoup de brands vont bien. On a parlé de Puma cette semaine la semaine passée qui a signé avec la F1 pour plusieurs années. Oui. Il y a beaucoup de brands solides. Puis c'est quand même surprenant de voir que Nike tient si longtemps. Là, on va se le dire. Là. Nike, ça tient encore. C'est fort, fort, fort. Puis pour beaucoup de gens, tu sais, mes filles, moi, sont très Nike. À un moment donné, tu te dis, ça va sauter une génération, ça va aller, ça va comme se démoder. Ils n'ont pas eu cette période-là de démode. Tu sais, Adidas l'a eu. Adidas a eu des up and down. Mm-hmm. Là, c'est très hot, mais il y a eu des gros downs. On dirait que Nike n'a jamais eu vraiment de down. C'est moi qui se trompe? Non, puis là, il y a toute la notion de souliers comme des investissements là, qui a vraiment favorisé Nike. C'est un peu comme les Rolex des montres. Là, c'est vraiment la valeur sûre. Tu as des marques qui ont complètement... Reebok, ça a disparu, ça. Rappelle-toi, c'était au hockey, c'était dans
Là, c'est rendu un peu une niche, je pense, dans les affaires comme CrossFit, etc. Mais comme brand majeur, corrige-moi si je me trompe, mais on ne voit plus Reebok comme on voyait avant. Là. Moins entendu que. Est-ce que New Balance revient? New Balance revient un peu tranquillement pas vite, j'imagine? Ouais, pour les coureurs, je pense que c'est très populaire. Là. Ouais. Pour la mode aussi, là, c'était les souliers de Steve Jobs. Il y a comme un culte autour de ça. Mais le côté mode, justement, Nike, c'est un des. Ils ont été un leader là-dedans. Donc, le côté vêtements sportifs de tous les jours, en fin de compte. Puis, on le voit aujourd'hui. Ça veut dire, se mettre des leggings pour aller travailler, c'est normal. Oui. La manière de s'habiller a changé. Ils ont profité aussi de la baisse d'amour du denain. Le jeans, en fin de compte. Le jeans, là, il y a eu vraiment un crash dans le jeans pour vrai. Là. C'est pas revenu, hein? Non, c'est pas revenu. C'est pas revenu comme c'était. Non. C'est pas revenu comme c'était. On a hâte que ça revienne, là, que les filles changent tes jeans, les mom's jeans. Là. Ce serait le temps que ce mode-là passe. Là. Oui, mais ça... C'est-tu laid? Tu parles de la patente qui monte qu'en haut de ouais, patente, avec pas de ceinture, puis genre quasiment patte d'éléphant. Là. Mais comment ça se fait qu'ils trouvent ça beau? Je sais pas, mais ça part toute de la trend, là, de, tu sais, comme un peu hipster, avec des chandails genre Costco, puis des affaires. T'sais, autant on est passé des grosses marques, puis de flasher, on est passé après à avoir l'air, avec des chandails Budweiser. Ça, j'ai jamais compris ce mode-là, là, en passant, là, d'avoir des trucs basiques, puis de flasher ça, là. C'est comme l'inverse du luxe, là. Donc, c'est quand même assez bizarre. J'ai l'impression que, alors que les jeunes sont plus riches que jamais, là, ils vont dans le sud 3-4 fois par année. Souvent avec l'argent des parents. C'est bien comme la chaîne à Jacques. Ouais. Hey, avant tes sujets, chiffres d'inflation, qu'on tombe là-dedans, notre classique qu'on aime faire entendre, je veux quand même que tu me jases de comment toi tu vois ça. Et c'est pas contre elle parce que c'est probablement juste qu'elle, elle s'en est rendue compte parce qu'elle est payée sans impôt à la source. Mais la majorité même qui travaillent, qui ont des job-in, puis qui ne voient pas que l'impôt vient leur en chercher par en arrière, puis dans le fond, d'eux autres, ils sont à l'école depuis l'âge de 5 ans, puis ils se font bombarder de liners par le prof QS, puis tout l'environnement qui est alentour. Puis là, tu fais un genre d'élection à l'école en secondaire 5, un peu imaginaire. Puis tu te rends compte que 90% des étudiants votent QS, mais la raison pourquoi ils votent QS, c'est qu'ils n'ont aucune idée de comment ça se passe. Puis là, à un moment donné, il arrive le fameux réveil. Puis là, mon frère, il me dit, t'as fait combien, mettons, dans ton revenu? Puis là, je sais pas, donc je dirais 100 000. Puis là, il me dit, ben, tu vas peut-être devoir payer 30-40 000 d'impôts. Je suis comme, faut que je leur donne de l'argent. Non, mais il était comme, ben oui. J'étais comme, quand? Qui? Puis pourquoi autant? Ouais. Genre, j'étais comme, non, Chris, j'ai travaillé pour cet argent-là, tabarnak, je vais le garder. C'est exactement ce qui est arrivé avec la fille d'OnlyFans aussi, là. Je veux t'entendre là-dessus. Ouais, hier, j'écoutais, j'étais dans l'auto, puis j'écoutais ta conversation là-dessus avec Jerry. Puis, moi, je la vois passer, cette fille-là. D'ailleurs, je suis au restaurant l'autre fois, elle était juste à côté de moi. Ils ont quand même monté quelque chose d'intéressant. C'est des jeunes, ils ont un petit podcast. Ben, un podcast, je pense que c'est aussi vidéo. Puis, ils ont quand même plusieurs dizaines de milliers de followers. Là, puis, ils sont pas vieilles. Je pense qu'ils ont genre 20 ans-ish. Oui. Mais là, tu vois qu'ils comprennent, justement, je pense que tu l'as dit, là, ils ont réalisé un peu comme tu disais, comme ta fille l'avait fait. Et je pense que c'est important de souligner ça. C'est important de quand ces conversations-là arrivent, après ça, tu as fait un petit rant sur, t'expliquais que ta fille te demandait, ben, ils vont faire quoi avec cet argent-là? Ben, ça va rien faire, ça va mourir dans la machine, etc. Mm-hmm. Donc, et le fait, je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que le fait que ça soit perçu à la source, on n'a pas l'impression de faire un chèque, on n'a pas l'impression de le donner. Donc, il faut toujours ramener ce débat-là. Le fait qu'on paye pour des services monopolistiques de l'État qui sont non efficients, bien, on aurait probablement de bien meilleurs services à bien meilleurs coûts si on avait le choix de opt-out, par exemple, du service d'assurance maladie, de la régie des rentes, peu importe, l'assurance médicaments, on peut déjà. Mais on pourrait avoir une très grande partie de vos impôts vont mourir dans la machine. Là. C'est ça qu'il faut rappeler constamment. Le modèle québécois tel qu'on l'a... D'ailleurs, j'ai bien aimé hier ce que tu disais. On pensait que c'était le modèle qui allait faire faillite, mais en réalité, c'est la classe moyenne et la classe moyenne élevée là, qui est en train de se faire squeezer. Là. C'est ceux qui payent de l'impôt. Disons, les salaires moyens et moyennement élevés, avec des tarifs qui sont de plus en plus élevés pour un système qui offre de moins en moins de services. C'est ça la réalité. C'est ça. La machine, elle a du cash, elle a pu savoir quoi en faire. Mais c'est nous autres qui commencent à étouffer. On pensait avant, c'est ça que je disais, on pensait avant que la machine allait faire faillite. Mais la machine ne fera pas faillite finalement. C'est nous qui allons être dans la marde financièrement puis qui commencent à se battre pour essayer. C'est peut-être un détail que je vais vous dire. Là. Joe, je ne sais pas quel âge que tu as précisément, mais tu sais,
Moi, j'étais un vieux, là. C'est 58 ans. Moi, je suis de l'époque où ce que ton chèque de paye... on t'a payé à la semaine. On t'a pas payé aux 2 semaines. Tu as un chèque dans une enveloppe avec un talon de paye. Je vais pas te reprendre, mais mes premières payes, j'ai eu de l'argent dans une enveloppe. OK. Non, moi, j'ai eu ça de Jerry aussi, là, avec que tu voyais le breakdown. Là, voilà, tu as le talon de paye. Puis là, il fallait que tu détaches ton chèque du talon de paye. Mais veux pas, tu le regardes, ton talon de paye. Puis là, tu regardes, hey boy, OK. Oh boy, OK, c'est quoi ce chiffre-là ici? Ah, il est marqué ARQ. Ah, c'est quoi ce chiffre-là? Ah, il est marqué syndicat. Il faut se comprendre. Tu vois le talon de paye. Aujourd'hui, les dépôts se font automatiquement. Tu arrives, tu as ta job. Même le T4, tu le vois pas, tu l'envoies direct au comptable. Voilà. Le pire là-dedans, là, tu sais quoi, c'est pas ceux qui sont le plus, je pense, outrés de ça, c'est, je pense, les salaires moyens et moyennement élevés. Moi, je parle des fois du monde. J'ai beaucoup. Ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine de la finance, puis je côtoie des gens, des fois, qui font, des fois, presque plus d'1 million par année. Puis tu leur parles de tout ça, puis, tu sais, cette espèce c'est pas de la gauche caviar, mais c'est du monde à droite, mais on dirait qu'ils se sont racontés une histoire comme le fait qu'ils payent beaucoup d'impôts, ça garde la société en vie d'une certaine manière. Là. Puis, tu sais, ils essaient de justifier le fait qu'ils donnent 53% de leur salaire. Ouais. Mais êtes-vous fou, Chris? C'est quand... je voulais reprendre ton expression d'hier, c'était trop bon, Jerry. Oui. Mais c'est nominalement, je veux dire, là, c'est toi qui le dis. Ton outrage devrait être proportionnel au montant que tu donnes, là. Pas parce que tu ramènes 500 000 à la maison que tu n'as donné l'équivalent que « Ah, je vis bien, finalement, c'est correct. » Non, c'est un scandale. Imagines-tu, écoute, l'impôt sur le revenu qui a été instauré quelque part autour de la Première Guerre mondiale, t'imagines-tu si ça avait été instauré de 0 à 53% du jour au lendemain? Juste s'arrêter. Les États-Unis d'Amérique ont été fondés, une révolution qui s'est faite à partir d'une taxe de genre 2% sur le fucking thé. Là. C'est vrai pareil. C'est ça. Tu penses-tu qu'un impôt sur le revenu à la source de 50% dès que tu gagnes un salaire moindrement élevé n'aurait pas causé de révolution là, à travers la société? C'est incroyable d'y penser. Là. Quand tu penses... Puis là, ils sont juste mal, eux autres. Ils sont mal à l'aise de faire de l'argent de main. Je ne sais pas pourquoi. Exactement. Ça, c'est le problème. Puis c'est pas quelque chose... Dans la société anglo-saxonne, c'est beaucoup plus accepté. Honnêtement, là, va à Toronto, ce mood-là... Tu sais, ici, en passant, il y a 50% de ce monde-là qui souvent ont des liens plus ou moins établis avec l'État. Tu sais, les investissements Québec, les différents fonds qui ont tous des liens avec la caisse, etc. Donc, tu sais, traditionnellement, ces gens-là se cachent d'une certaine manière. Là. Ouais. Mais dans le monde anglo-saxon, je veux dire, il y a du gros cash, puis les gens n'ont pas peur de le montrer. Là. Hey, on saute à tes sujets. Hier, je disais à Stéphane Bruyère dans le Prime, je disais, parce que lui, il disait, ouais, j'ai des tableaux que je vois qui commencent à, comme s'il y avait des prévisions quelque part qu'on pouvait s'y fier. Là. Mais il dit, ouais, on dirait qu'il y a des gens, puis il y a du monde du milieu qui voit une baisse des taux. J'ai dit, moi, je vois pas ça. Ben. J'ai dit, moi, je vois plutôt qu'on va essayer de rattraper la pause qu'on a fait versus les États-Unis d'Amérique qui, eux, n'ont pas arrêté de monter de 0,25 pendant que nous autres, on prenait un break. Puis là, ben, je dis, et la raison pour ça était bien simple dans mon thinking, c'est il n'y a rien qui baisse. Les salaires augmentent, les députés se donnent 30 000 de plus, les ministres se donnent 70 000 de plus. Le gars qui est le bras droit au mangeur de fromage va gagner 301 000 par année, 70 000 de plus que l'année passée. Les employés de l'État vont se servir de ce que la CAQ s'est donné pour se gonfler des grosses augmentations de salaire. Donc, je vois les chauffeurs d'autobus ici qui sont en négociation. Tout le monde va vouloir avoir du 4, 5, 6. Donc, si tout le monde a des augmentations de 4, 5, 6 au niveau salaire dans la fonction publique où il y a beaucoup de monde, avec le prix de l'essence qui ne baisse pas, avec un baril à 72$, avec la bouffe qui ne baisse pas, c'est sûr que l'inflation ne peut pas baisser dans les chiffres qu'ils nous présentent à chaque mois. Donc, à partir de là, bien, le seul moyen d'arrêter le party, si les gens continuent à se donner des grosses augmentations de salaire, ça va être de jacker les taux d'imposition, pas d'imposition, mais les taux d'intérêt encore. Ben, écoute, je pense que Bruyère, je ne sais pas d'où il prenait l'information, mais d'ailleurs, ce narratif-là, que les taux baisseraient, là, on parle de la Fed, là, les taux baisseraient en 2023, c'est de moins en moins probable. D'ailleurs, ça commence de moins en moins de pricé. On parle même, là, tu vois, pour le Canada, il y a quelques économistes qui se sont avancés là, à partir des chiffres d'hier. Tu as vu que, dans le fond, on prévoyait 4,1 % d'inflation, c'est 4,4. On va dire, ouais, c'est pas une grosse différence. C'est énorme. Quand même, mais la réalité, Jeff, si on en avait parlé, là,
D'ailleurs, j'ai sorti un podcast hier de septembre 2021 de Jeff Liberté. J'invite les gens à aller réécouter ça. On a une discussion sur l'inflation. Alors, ça commençait à peine. On est encore à 240 points de base au-dessus du 2 visé par la Banque du Canada. C'est plus que le double que la cible du 2 Et la Banque du Canada s'était donné comme l'été 2023 comme cible, tranquillement pas vite, d'arriver à cette cible-là. Moi, je suis d'accord avec toi. Le fait que la Banque du Canada a cessé de monter les taux, c'est une erreur de politique. Il aurait dû monter de 25 points de base jusqu'à temps que, justement, ça revienne, ça commence à baisser sérieusement. Tu vois, l'estimation de quoi... En septembre 2021, dans le podcast, ce qui est intéressant, c'est qu'on disait que je pense qu'on va avoir plusieurs années au-dessus de la cible de 2 mais ce qu'on va probablement vivre, ce qui s'en vient, c'est ça ce qui va faire probablement mal, c'est la stagflation, c'est-à-dire c'est une croissance pratiquement nulle de l'économie avec une inflation au-dessus de la cible. Donc ça, c'est vraiment le cauchemar là, pour une économie comme le Canada. Donc, la croissance économique prévue pour 2023 là, pour la Banque du Canada, c'est 2,3 Fait que c'est déjà pas très élevé. Là. Fait que ça ne prend pas un gros ralentissement dans les 2 derniers trimestres. Disons, là, on est dans le Q2, là, mais dans le Q3 et Q4, là, c'est là que ça pourrait se compliquer. Là. Je ne pense pas que ça va être une grosse récession, mais on aurait définitivement un ralentissement puis quelque chose peut-être comme une stagflation. Là. Est-ce que les gouvernements sont très à l'aise avec l'inflation? Ils ne le diront jamais publiquement, mais ils sont très à l'aise. Ça diminue leur déficit, ça les fait paraître un peu mieux. On a comme l'impression qu'ils veulent participer à justement ce que tu appelles, toi, le 4 c'est l'ancien 2, là, finalement. Là. Donc, c'est comme la nouvelle normalité. Ce serait peut-être d'avoir 4 d'augmentation des prix sur une base annuelle. Puis, sérieux, quand on les regarde aller sur les salaires qui se donnent, puis on sait très bien qu'en envoyant le message comme de quoi que le bar est ouvert, bien, les employés de l'État qui sont en négociation vont demander à peu près, en tout cas, ils vont demander quelque chose d'équivalent. Et le nombre de travailleurs reliés à toutes ces ententes-là est tellement élevé qu'on ne peut pas voir la fin de cette inflation-là de 4,5 si on donne des augmentations de salaire de 4 à peu près tout le monde par année pendant 5 ans. On ne peut pas retomber à 2 avant un maudit bout. Là. C'est le but. Là. Moi, je pense que c'est comme le but de 2 je pense que c'est de la frime, je pense que c'est de la bullshit. Je pense qu'en dedans d'eux autres, à porte close, le 4 c'est pas mal ce qu'ils veulent avoir pour le reste du temps. Là. Ben, c'est ça. Tu as dit, écoute, le gouvernement aime l'inflation. Pourquoi? Parce que les chiffres tous les prix montent, donc il y a plus de revenus de taxes, etc. Et généralement, la dette est érodée par l'inflation, étant donné que les prix sont gonflés, tu as plus les chiffres de PIB augmentent, etc. Donc, tu as un effet, tu as une illusion que la dette baisse en réalité. Mais ce n'est pas le cas. L'inflation, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas les prix qui montent, c'est l'argent qui est dévalué. L'argent est dévalué dans vos poches. Puis c'est une taxe qui est non votée. C'est une taxe extrêmement pernicieuse qui est non votée, qui affecte disproportionnément les plus pauvres. Là. Et ça, c'est venant d'un gouvernement là, qui supposément défend la veuve et l'orphelin comme Justin Trudeau, backé par la coalition là, communiste du NPD. Les décisions économiques des dernières années, largement motivées par les mesures politiques non scientifiques de la COVID, ben, ça a causé un appauvrissement là, sans précédent là, dans les dernières années pour les plus pauvres. Là. Les plus riches qui ont accès à des actifs pour se pallier contre l'inflation, ils s'en sortent mieux. T'sais, ceux il y avait de l'immobilier, qui avaient certains stocks, etc., et ils ont quand même réussi à s'en tirer. Le commun des mortels qui a vu la livre de beurre passer de 4 à 9,50, là, il n'y a pas de moyen, lui, de se pallier contre cette inflation-là. Son salaire n'a pas augmenté, les gens ne donnent pas plus d'argent pour les œuvres, etc. Au contraire, ils vont en donner moins. Donc, c'est important de comprendre ce phénomène-là. Puis aussi, le problème aussi pour l'endettement, le gouvernement, ce n'est pas une grosse dette qu'il y a. C'est une série d'emprunts avec différentes maturités. Là. C'est comme si vous aviez plein de prêts qui viennent à échéance à différentes cédules dans les prochaines années. Et là, ce qui arrive, c'est que les bons qui arrivent à maturité, que le gouvernement rachète, ils doivent les rouler dans la nouvelle dette avec un taux qui est beaucoup plus élevé. Là. C'est ça qui est pernicieux. Là. C'est ça. C'est pas magique dans le temps puis que c'est à l'infini, là, ça. Là. C'est que la dette qui est renouvelée à l'heure actuelle... Oui, là, ils gèrent à petite semaine, mais ça va y rattraper. Là. Exactement. Puis c'est là que tu viens à payer beaucoup plus. Le service de la dette va augmenter. Là. Donc, d'ailleurs, ils ont des lunettes roses par rapport à ça. J'avais une discussion là-dessus hier avec des chums, justement. C'est drôle parce que ce gouvernement-là, le gouvernement Trudeau, n'a même pas la prétention de porter attention à ça. On est même passé
Ils font des déficits, ils l'admettent, ils n'ont pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire, puis ils ne sont même pas gênés d'amener des nouveaux frais. Est-ce que je peux... Regarde, on en profite. Je te fais entendre hier Freeland, OK? We're spending or projected to spend on interest on the debt this upcoming fiscal year? Just looking for the number. Let me just say, because I think it's important to put things in context, that in both... Minister, my time is very limited. I'm asking if you know the number. You have a lot of officials beside you. Will you tell Canadians how much we're going to spend on servicing the debt next year? Here's what I think, that it's really important to put numbers in context. Without context, numbers are meaningless. Our debt service charges are low in Canada's historical context, and they are low compared to what our peers in the G7 Thank you for the context. What's the gross dollar value we're going to spend on interest on the debt next year? And let me again, I really am opposed to fiscal fear-mongering by the Conservatives. And so the important point to make for Canadians is that in historic context, our debt service charges are reasonable and sustainable respectfully, and Minister, lower than they have been in many previous years. That's why S&P reaffirmed our AAA rating. I'm asking, will you tell Canadians how much we're spending on the debt? It's in black and white in your book. Do you just not want to say? I think that it's important to put all numbers in context. Thank you, Mr. Ça peut continuer encore pendant une minute de même. Écoute, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est 43 milliards, Mme Freeland était une directrice, chef de la direction financière d'une entreprise, et ça, c'était un earnings call, là. L'action perdait 10% aftermarket. C'est incroyable que la ministre des Finances ne soit pas capable de répondre à une question de base concernant les finances publiques du pays. Là. C'est 43 milliards. On a des illettrés économiques en charge d'un pays du G7. C'est un scandale. C'est incroyable. Je veux dire, j'arrive pas à y croire qu'on est arrivé là. Oui, puis je le répète encore. C'est 43 milliards par année, en tout cas, avec les taux qu'on a, là, puis la dette qui est actuellement ce matin. On prend tout l'argent qu'on donne en impôts, et ils prennent une grosse partie, aux alentours de quoi, 20-22% du budget total. Ils prennent 43 milliards et ils le mettent sur la dette. Et juste pour payer les intérêts, là, aucun capital est payé. C'est incroyable. C'est incroyable. Et elle a dit... ça va juste... dans le fond, elle, ce qu'elle dit, c'est pas faux. C'est factuel, le fait que le Canada est encore bien placé par rapport aux autres pays du G7. Par contre, c'est l'augmentation depuis qu'ils ont pris le pouvoir qui dépasse l'entendement. Non seulement ça, mais le nombre de fonctionnaires, je n'avais parlé, qui a augmenté de 30% depuis que Trudeau a pris le pouvoir. D'ailleurs, ça commence à sortir le fait que ces emplois-là ont distorsionné le marché de l'emploi. Et quand tu parles de pénurie de main-d'œuvre, c'est largement à cause de ça, le fait que le gouvernement monopolise la main-d'œuvre dans certains domaines. Oui, c'est incroyable. Et regarde, juste avant de te laisser, j'ai mis ton point numéro 2 parce que Radio Pirate a fait un tweet hier là-dessus avec des images de Dan the Beast dans le bois avec un gros centimètre de neige qui couvrait le sol au complet. Il n'y avait pas de place à dire « c'est-tu de la neige ou c'est pas de la neige? » Il y a eu encore ce matin sur le radar, beaucoup de neige un peu partout. La Beauce en a eu un peu, quelques flocons, bien des endroits dans la région de Montréal. Là. On est le 16 et le 17 mai. Il semblerait, d'après ceux qui ont bien peur du climat, il semblerait que quand on fait ça, quand on dit, ben là, c'est quand même un peu contradictoire l'histoire du climat. On est rendu au printemps, il fait fret, on gèle, on a même de la neige au milieu mai. Puis là, ben, c'est ça qu'on a, là. Oui. Il neige live. Il neige là. Il neige live. Il neigeait tantôt là, au centre-ville de Montréal. Je sortais avec mon café. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? OK, mais en arrière de moi, je viens voir ça. Laisse-moi montrer. Il dit, il neige là. Donc, mais quand on dit ça, là, c'est, ben quoi? Hein? Parce qu'il fait froid dans ma cour, la terre ne se réchauffe pas. Par contre, le même, s'il fait une journée de 32 degrés à Montréal, va dire « Oh my God, il faut enlever les chars, c'est l'enfer. » Mais là, tu lui dis... Non, ça marche juste pour le chaud, ça. Ça marche pas pour le froid. Moi, j'étais écœuré de ça. Non, moi, je suis plus capable. Là. Puis, on n'a pas une belle... Écoute, ici, on a eu 2 jours d'été. Là, il a fait comme 22, 23, c'est un printemps 24. De marde. C'est un printemp de marde. Depuis le temps, mais regarde, je te le dis, j'ai commencé, puis j'ai pas fait d'écoute. Moi, quand il fait froid, puis il pleut, là, je sors pas en vélo. Ça me fait chier. Puis, je fais ça pour avoir du fun. Oui. Fait que,
cette année, je veux dire, c'est un très mauvais mois de mai. Normalement, là, à cette date-ci, écoute, je voyais des images, il a déjà fait 25-28 degrés, là, donc on est très loin de ce qu'on a déjà eu. En passant, là, j'ai fait un tweet là-dessus. Moi, je pense que le catastrophisme environnemental, comme le wokisme, ça l'a piqué. Tu as vu Macron qui a commencé à reculer sur certaines prétentions environnementales, justement parce que tu commences à avoir un backlash. Fait que ça, il ne faut pas oublier, il ne faut pas lâcher prise sur ce discours-là. Mais en même temps, je pense que ça a piqué, puis on commence à voir l'autre côté un petit peu de la butte. Hey, une minute, Jeff, peux-tu te parler de ce que j'ai vu ce matin? Puis je pense que ça a été tweeté, on en a parlé un petit peu dans le chat. Cette étude, parce que c'est important de le mentionner, il y a une étude allemande qui vient de sortir qui démontre que l'infection par les coronavirus du rhume, c'est-à-dire la grippe, le rhume traditionnel, peut déclencher une large immunité croisée contre les protéines du SRAS-CoV-2, connu sous le nom de COVID, la maladie du COVID. Donc, en gros, c'est ce que les complotistes, entre guillemets, et les professionnels de la santé qui n'avaient pas perdu la tête là, depuis 2 ans disent. C'est-à-dire qu'une infection à un autre coronavirus peut fournir une certaine immunité contre le COVID. D'ailleurs, c'est probablement pour ça que les enfants, c'est aussi banal pour eux, parce que souvent, ils ont plusieurs fois le rhume dans l'année. Tu sais, les enfants, ça mouche toujours du nez. Et donc, c'est quand même incroyable qu'en réalité, là, on nous a enfermés 2 ans de temps pour nous éviter de pogner le rhume, qui au final nous protège la COVID. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. Mais on le disait tôt dans l'histoire. Je pense que c'était peut-être à l'automne, au pire, début 2021. On disait, écoutez, on regarde un peu, il y a des peuples où il n'y a pas tellement de protection, ils n'ont rien, mais ils auraient été exposés à plusieurs types de virus, de coronavirus, de notre style, de notre source, mais que ça leur a ramené de quoi? Là, les gens disaient non, c'est juste parce qu'ils ont d'autres affaires, ils n'ont pas été exposés encore, mais ça va venir. Finalement, tout ce qu'on disait, sacrément, c'est arrivé, là. Les complotistes avaient encore raison, puis écoute, je t'écoutais en intro pour... c'est vrai qu'on voit, là, regarde, les décès subites, on ne peut pas tous attribuer ça là, facilement, mais on en voit de plus en plus. Je voyais là, en vélo un qui est presque à la retraite à cause de problèmes cardiaques. Je me rappelle dans le temps, on en voyait. Tu te rappelles-tu, il y avait des jeunes genre de 18 ans qui mouraient sur le banc de hockey. C'était souvent plus jeune parce que si tu as une malformation ou tu as un problème cardiaque, c'est pas à 40 ans que ça sort normalement. Tu as le temps, surtout si tu es un athlète, là, tu travailles beaucoup, donc tu as l'occasion d'avoir ce malheureux événement-là tôt dans ta carrière, puis souvent, il y en a qui s'en sortent pas. Mais il y a définitivement une explosion de ces événements-là. Puis moi, j'ai vu des cyclistes amateurs de 40 ans qui étaient en pleine forme mourir dans leur sommeil. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus. Puis on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on se pose des questions là-dessus non plus. Ben, c'est ça qui est le plus inquiétant. Au moins, on peut-tu commencer à regarder. Il doit y avoir des pays sérieux, monnaie, qui vont commencer à se poser des questions. Je sais bien que c'est pas par ici que ça va commencer. Là. Mais le gars, je ne connaissais pas, le gars qui voulait être chef du Parti québécois, là, mais... Ben, il avait l'air, écoute, je le regardais, il avait l'air en shape. C'est un gars en shape. C'est un gars qui court, c'est un gars qui fait du vélo stationnaire. C'est un gars en shape. Là. 53 ans, full shape, pas malade, rien, bang, tombe en bas de son vélo. Aïe, c'est incroyable. C'est pas 73, là, on s'entend. Là. On ne peut pas dire que c'est relié à ça, mais il y a une Christie de gang. Là. Ça commence, les histoires de cœur depuis 1 an et demi, subitement décédé à 42, 43 ans. Je trouve qu'il commence à en avoir pas mal. Ça se posait des questions. Thank you, Joe. Joe Hamel, thank you, man. On s'en parle mercredi prochain. On s'en va vers le vestiaire dans les prochaines minutes, ici même, sur Radio Pirate Live. How do you do? Radio Pirate.com. Radio Pirate.